Si vous écoutez cet épisode, sachez qu'il s'agit de la seconde partie d'un dossier en 2 parties où l'objectif est de vous parler de Stable Diffusion, cet outil de génération d'images par intelligence artificielle qui est peut-être un peu moins connu que DALL-E ou Midjourney, qui pourtant gagne à être connu. Dans le dossier qu'a préparé Guillaume Poggiaspala, le but est évidemment de vous montrer comment manipuler Stable Diffusion, des versions les plus simples aux versions les plus avancées. Dans le précédent épisode de ce dossier, dans cette précédente partie que vous pourrez retrouver à 1 ou 2 épisodes un petit peu plus haut dans le flux du podcast, vous avez eu les versions les plus accessibles de Stable Diffusion. Et ici, on va vous parler évidemment des versions les plus avancées. Je vous laisse entre les mains expertes de Guillaume Poggiaspala. On va passer au niveau barbu, c'est ça? Juste avant, oui, vas-y. j'avais juste pour être sûr de bien comprendre sur les contrôles, je suis en train de voir les différents exemples là, qui sont donnés évidemment sur la page de GitHub. Ça veut dire que potentiellement on peut donner un peu n'importe quoi et le truc comprend à peu près, ou est-ce qu'il y a des contraintes dans le style? Enfin, tu vois, je vois qu'il y a des traits, par exemple, le blanc sur fond noir pour des formats de paysage ou pour des silhouettes de personnes. Est-ce que si, par exemple, j'upload une photo, j'imagine que c'est pas du tout ce qu'il attend en termes de modèle pour appliquer le rendu sur un modèle donné. Hein. On est d'accord, faut respecter le... Oui, en fait, chaque contrôle net, donc à chaque fois, ce sont des modèles de deep learning différents qui ont été entraînés à faire des choses différentes. Et donc, par exemple, si on prend le modèle pose, donc le modèle qui contrôle net pose, effectivement, ce que tu dois lui donner, ce sont des données de pose. Donc en fait, c'est une image avec des poses de personnages, avec des sticks. En fait, une pose c'est avec un stickman qui a la pose avec, et voilà, tu bouges les petits trucs. Il y a des extensions pour le faire intégralement dans Automatic 11.11 d'ailleurs. Mais bon, effectivement, le modèle, lui, il va s'attendre à voir une image de pose. Tu vas pas avoir une image, une photo. C'est pareil au même pour titre que Depth Maps, pardon, putain, j'arrive pas à le dire, mais c'est une carte de profondeur qu'on pourrait trouver sur une photo, et donc c'est forcément un format bien spécifique avec les variations de gris qui vont bien pour lui faire comprendre. Tout à fait. Tout à fait. Le control net Depth Map, lui, il va s'attendre à avoir une photo en niveau de gris, enfin avoir une image en niveau de gris, qui va coder effectivement pour la profondeur que tu veux. Et là, évidemment, tu la génères comme tu veux, tu la génères avec Blender, tu la génères comme tu veux, bien entendu. La manière de la créer importe peu. Ce qu'il faut, c'est qu'évidemment, ce langage, quelque part, il puisse le comprendre pour le réappliquer aux contraintes qu'il va donner. Okay, exactement. D'ailleurs, le modèle QR Code Monster, il s'attend à avoir une image monochrome. Aussi. Oui, ok. Si tu mets une image couleur, ça peut donner des résultats tout à fait inattendus. Mais ça peut être rigolo, mais c'est pas forcément ce qu'on cherche. Voilà, il s'attend à avoir des images monochromes. Chacun s'attend à avoir un certain type de contraintes, et il va les traduire donc pour Stable Diffusion, pour l'orienter de manière beaucoup plus précise. Et en fait, avec les contrôles nets, tu peux faire par exemple des scènes avec plusieurs personnages qui sont tous dans la pose que tu veux, alors que c'est très très difficile de le décrire avec un prompt uniquement. Tu peux créer des mains qui sont parfaitement réalistes, tout simplement parce que si tu donnes par exemple une image avec... si tu lui donnes par exemple les contours des mains, tu vois, avec Kani, par exemple, avec un contrôle net Kani, les mains vont suivre le contour, et donc elles ont une très bonne chance d'être des mains normales, si tu veux, tu vois. Si y a les contours des mains, ça l'aide énormément pour générer le personnage. Donc il y a beaucoup de... Voilà, ces contrôles nets, ça permet effectivement de pallier à pas mal de carences aussi, de SD 1.5, d'avoir un contrôle assez précis sur ce qu'on génère, et c'est vrai que c'est très très utilisé. Hyper intéressant, ça ouvre des perspectives effectivement que moi j'avais pas soupçonné, et qui me semblent pas non plus complètement hyper compliquées à aborder. Donc en même temps c'était le niveau bambin. On fait un saut dans le temps, on va passer au niveau barbu. Là on est sûr d'avoir expérimenté tous ces outils, mais on se retrouve un petit peu contraint. On a besoin de plus de liberté, Guillaume. Oui, on peut évoquer effectivement d'autres interfaces perfectionnées qui, en particulier, donc je voudrais évoquer Invoke AI et Comfy UI. Donc à première vue, c'est deux interfaces qui sont diamétralement opposées, puisqu'Invoke AI, elle se veut très proche de l'outil graphique plus traditionnel et s'articule autour d'une zone de dessin finalement, sur lesquelles on fait de manière assez intuitive des modifications à la souris. Voilà, ça peut faire penser à un Firefly finalement d'Adobe.
Donc Invoke AI, ça peut plaire effectivement aux graphistes, plutôt, on va dire, ceux qui aiment bien ce genre-là, alors que de son côté, Comfy UI est plutôt orienté vers ceux qui ont plus un profil codeur finalement, puisqu'il s'articule autour de systèmes de nodes, donc c'est-à-dire les nodes, des nœuds, des blocs fonctionnels. Donc en fait, ça va être un graphe de blocs fonctionnels qui sont reliés entre eux et qui donnent un workflow où l'on peut minutieusement contrôler chaque étape. Et au final, on a un truc qui ressemble furieusement à un énorme plat de spaghetti, c'est vrai, ça peut faire peur, mais du coup on comprend et on contrôle absolument tout ce qui se passe à chaque étape, il n'y a rien qui dépasse. D'ailleurs, Comfy UI est très rapide et très léger. Donc avec lui, on peut utiliser SDXL avec 6 Go de VRAM, paraît-il. Pour être honnête, j'ai pas essayé, moi j'ai 8, je le rappelle, mais bon voilà. Avec ma taille de VRAM, en tout cas, ça passe nickel. Et c'est effectivement l'interface la plus rapide et la plus réactive de toutes, pour l'instant. Alors du reste, la dernière version d'Invoke AI intègre aussi une sous-interface avec des nodes, exactement pareil. Et du coup, c'est l'occasion de rentrer un tout petit peu plus dans les détails de l'architecture de Stable Diffusion pour pouvoir comprendre un petit peu mieux d'autres termes et encore d'autres réglages. Finalement, allez, disséquons Stable Diffusion, allons-y. C'est exactement ça. Donc en gros, on va détailler un petit peu plus précisément comment fonctionne ce truc-là. Donc il y a en fait, Stable Diffusion a 3 composantes principales. En particulier, quand tu télécharges un checkpoint, donc un modèle complet sur CivicAI ou sur GameFace, en fait, tu télécharges pas un modèle, mais tu en télécharges 3. Donc dans ce gros fichier là, CKPT ou SafeTensor, selon les formats, il y a 3 modèles de deep learning différents qui sont très complexes chacun. Il y a le modèle de langage Clip, il y a le VAE et il y a le UNet. Et c'est le UNet qui est chargé de prédire le bruit. Donc ces 3 modèles sont nécessaires au fonctionnement de l'ensemble. Donc Clip, on a déjà un petit peu parlé, c'est lui qui va digérer le prompt et on fait un vecteur, une entité mathématique qui existe dans un espace particulier qui représente à la fois des images et des textes. Bon. Les images, elles, dans Stable Diffusion, ne sont pas manipulées directement. En fait, on utilise un espace dit latent, un espace d'images compressées. Et c'est celui qui s'occupe de cette compression, c'est le VAE. Le VAE, c'est un auto-encodeur variationnel. C'est un Variational Auto-Encoder, VAE. Donc, comme son nom l'indique, c'est un codeur, et c'est aussi un décodeur. Donc, en règle générale, les auto-encodeurs sont utilisés pour apprendre tout seul à créer des représentations efficaces d'un truc, qui a beaucoup de dimensions, et qu'on veut représenter sous la forme d'un truc avec beaucoup moins de dimensions, en perdant le moins d'informations possible. Et ça, c'est pratique, parce qu'évidemment, quand on a beaucoup moins de dimensions, on a aussi beaucoup moins de données à traiter à la fois, si on prend cette représentation-là. Donc, si on prend le cas de Stable Diffusion, donc il y a un VAE qui a été entraîné à prendre des images en couleur en 512 par 512 pixels par 3 composantes, et à les projeter en un tenseur de 64 par 64 par 4 composantes. Ce tenseur, c'est un truc qui est une représentation de l'image dans un espace abstrait qu'on appelle l'espace latent. Donc c'est un espace qui est mathématique abstrait, mais qui est hautement organisé, dans lequel les images sont encodées de manière ultra efficace. C'est bon jusque-là ? Oui. Le VAE, il est aussi capable de faire l'inverse. Il est aussi capable de prendre ce tenseur de 64 par 64 et d'en refaire une image de 512 par 512. Et ça avec une perte minime de qualité. Donc c'est une forme de compression. Bah oui. Et c'est pour ça qu'on l'utilise. Parce qu'évidemment, en passant de 512 par 512 par 3 à 64 par 64 par 4, on a 48 fois moins de nombres à manipuler, tout simplement. Et donc, c'est 48 fois moins de calculs à faire dans l'espace latent que dans l'espace ordinaire, des images en clair. Donc, on va travailler là-dedans. Donc, Stability AI, en fait, a eu l'idée lumineuse, vraiment, de travailler dans l'espace latent. Parce que sans ça, la génération aurait été atrocement plus lente et hors de portée des utilisateurs grand public, des ordinateurs grand public comme les nôtres. On a expliqué en introduction que Stable Diffusion marchait en débruitant, en enlevant du bruit à chaque image, et le réseau qui a appris à prévoir les différents niveaux de bruit sur une image, c'est le 3e réseau du paquet, c'est le UNet. Et ce UNet travaille dans l'espace latent. Et c'est pour ça que c'est aussi rapide, en fait, parce que c'est remarquablement rapide en réalité. Ok. Donc, un UNet, alors un UNet, alors c'est UNet, c'est vraiment UNet. Bon. Alors c'est UNet, c'est appelé comme ça à cause de la forme qu'il a finalement. Alors que la forme qu'il a, en vrai, c'est la forme qu'il a sur le schéma de l'article original. Donc en fait, c'est un réseau qui est relativement récent, qui n'existe pas depuis très très longtemps, qui peut être utilisé pour plein de choses. À l'origine, c'était même pour faire de la segmentation d'images médicales, comme quoi. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une forme de U ? Si vous avez écouté l'épisode 1 sur les réseaux de neurones, donc on a fait sur les réseaux de neurones, pas sur les LLM, sur les réseaux de neurones vraiment plus généraux. Alors vous vous souvenez peut-être qu'on avait dit qu'on avait utilisé des réseaux de convolution pour la classification. Donc très rapidement, on prend une image,
On fait des convolutions dessus. Convolutions, c'est des filtres en réalité. On fait des filtrages dessus. Et on va créer successivement des cartes de caractéristiques, c'est-à-dire les cartes d'idées que donnent les différents filtres. Et en fait, on va les rapetisser, ces trucs. Donc on va avoir des cartes de plus en plus petites, mais qui sont de plus en plus nombreuses. Donc en gros, on part d'une image, on crée petit à petit un tenseur qui est de plus en plus profond, mais qui a une surface de plus en plus petite. Et après, donc on a une espèce de boudin au milieu. Et ce boudin, il va nous servir à faire le choix de l'image quand on fait de la classification. C'est ça qui va nous permettre, voilà, c'est toutes ces caractéristiques-là, dans ce boudin, là, toutes les tranches de boudin, on va faire le choix en fonction de ce qu'on voit dans les tranches de boudin. Bon. Là, en fait, au lieu de garder le boudin et de faire des classifications dessus, dans un unit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le processus inverse. C'est-à-dire qu'on va prendre le boudin et on va faire des convolutions, mais à l'envers. Donc on va partir avec des tenseurs qui sont de moins en moins profonds, mais qui vont être de plus en plus larges. Et donc en très gros, la taille, en gros, ça descend puis ça remonte, quoi, tu vois. Donc bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité, mais bon, de toute façon, c'est inutile vraiment d'aller trop profond dans les units pour l'instant. C'est ça l'idée générale. Donc en fait, l'idée générale, c'est qu'on rentre un truc et on ressort un truc de même nature, de la même taille avec un unit, mais avec un traitement. Donc par exemple, si on fait de la segmentation, tu rentres une image médicale dans le réseau. Tu rentres à gauche, tu rentres une image médicale, elle est digérée complètement dans le boudin du milieu, et après on ressort la même image, donc la même image de même taille, mais segmentée. Par exemple, en rajoutant des couleurs sur les zones différentes d'une image médicale. Par exemple, on pourra apprendre à rajouter des couleurs là où il y a des tumeurs, des calculs, voilà, des trucs dégueux, tu vois. Donc c'est comme ça que ça fonctionne à peu près. Voilà, je sais pas si tu vois à peu près. Oui, c'est très clair. Ouais. Okay. Donc le processus que fait Stable Diffusion, c'est le suivant. Quand on dit qu'on part du bruit aléatoire, en fait, on part d'un vecteur aléatoire dans l'espace latent. Le sampler va utiliser le unit sur ce vecteur pour prédire le bruit à diverses étapes et en enlever une certaine quantité à chaque fois. Le tout en tenant compte des conditions du prompt qui a été converti par clip en un vecteur qui va conditionner ce calcul. Donc on va appeler le unit autant de fois qu'on veut, c'est ça le nombre de pas, ça le nombre d'itérations, on appelle le unit autant de fois qu'on a le nombre de pas. Le sampler choisit donc la quantité de bruit en fonction de l'étape où on est, et donc ça peut être uniforme, ou ça peut être avec la méthode de Karras, ou une autre. Donc quand on a fait nos 20 à 30 étapes, disons, l'image doit avoir à peu près convergé dans l'espace latent, et donc elle est prête à être décodée, donc on prend le VAE va en faire une image que nous, les humains, on va pouvoir regarder, quoi, et qu'on va trouver belle ou pas, et qui devrait normalement se rapprocher de ce qu'on a demandé. Donc ça, c'est pour le text-to-image, d'accord ? Bon, si on veut faire du image-to-image, comment on fait ? En vrai, en quoi ça consiste, le image-to-image, dont on parle depuis le début, là ? En fait, c'est pas très compliqué. On fait la même chose. Mais au lieu de partir d'un bruit aléatoire, on va partir d'une image qu'on va envoyer dans l'espace latent avec le VAE. Donc, on encode l'image avec le VAE, et donc du coup, elle est dans l'espace latent. Ensuite, on la débruite avec plus ou moins de force, c'est le denoising strength. Donc, on le fait ça, encore, 10, 20, 30 pas. Et après, on redécode tout ça en image normale, encore une fois, avec le VAE. Donc on comprend beaucoup mieux comment ça marche, tu vois. Par exemple aussi, comment fonctionne le IRS fix de Automatic 1111, de ce IRS fix là. Ce IRS fix, j'ai dit que c'était un algorithme en 2 passes. Donc on commence par générer l'image en résolution standard, donc 512 par 512. Ensuite, on upscale l'image. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut upscaler dans l'espace latent. C'est possible aussi de upscaler dans l'espace latent. Et donc ensuite... alors on peut aussi le faire, disons, voilà, on upscale dans l'espace latent, restons là, restons simple. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du image to image, mais sur la grosse image. Donc on la régénère en quelque sorte. Du coup, on n'aura aucun artefact de pixelisation, puisque en fait, c'est une image générative aussi. Donc selon le denoising strength, on aura une image qui sera donc plus ou moins éloignée de l'image d'origine. Donc pour être complet, Stable Diffusion possède encore un dernier modèle qui est un classificateur, donc un feature extractor comme on dit, qui va détecter grosso modo le porno, le gore, voilà, donc en gros les trucs problématiques et qui empêchent en fait la génération, pourvu évidemment qu'on active le filtre de sécurité. Donc il y a un filtre de sécurité NSFW sur les interfaces, donc évidemment tu peux l'activer ou pas. Si elle n'est pas activée, cette étape est sautée, sinon effectivement il y a un classificateur qui évite la génération de porno, quoi, globalement. C'est ce qui rend Stable Diffusion aussi propice pour aller explorer évidemment la génération de contenu qui soit pas encadré, quoi, évidemment. Évidemment, mais bon, donc voilà, donc là on a vu un petit peu plus en détail, voilà, Stable Diffusion, donc on peut s'attaquer du coup à ComfyUI en toute confiance et à InvokeAI aussi.
Et d'ailleurs, on va parler d'Invoke AI avant d'aborder Comfy, qui est d'un abord bien plus simple. Invoke AI, pas Comfy. Mm-hmm. Bon, c'est bon. Est-ce que c'est bon, ça va? Oui, c'est bon. On en a Invoke AI, pas de souci. Donc, Invoke AI s'installe de manière très automatisée aussi. Hein. Il va falloir installer Python 3.10, pareil. Après, il suffira de lancer un petit script qui va s'occuper d'installer encore une fois des myriades de machins. Ça prend un petit peu de temps. Et une fois que l'usine à gaz est installée, c'est comme d'hab. Hein, vous allez sur votre navigateur, vous connectez à localhost. Alors cette fois, le port c'est 90-90, donc c'est pas les mêmes ports à chaque fois. Bon, de toute façon, c'est marqué, vous inquiétez pas dans la fenêtre. Et donc là, c'est le bonheur parce que du coup, on a une belle interface. On a une interface léchée, bien organisée, avec 5 onglets sur la gauche, avec des petits icônes, tout ça c'est beau, c'est classe. Premier onglet, c'est celui du text to image, donc en gros on y retrouve ce qu'on avait sur automatique, hein. Donc ici c'est en latéral plutôt, donc première colonne, les réglages, deuxième colonne l'image, troisième le navigateur, le navigateur des images déjà générées, donc voilà, tout ce que vous générez apparaît là. C'est pratique et c'est déjà tout configuré. Donc dans les réglages, il y a plein de trucs qu'on connaît déjà, hein. Sampler, le nombre d'étapes, le steps, le nombre de pas, le CFG, compagnie, y compris les LoRa aussi, les control adapters, qui sont simplement des control nets, hein, c'est comme ça qu'ils les appellent. La seule différence, c'est qu'au lieu de generate, on a un bouton qui s'appelle invoke. Voilà, on invoque les trucs. C'est classe. Un côté un peu vaudou, quoi. Ok. Exactement. Alors, on a aussi Dynamic Prompt qui permet de combiner les mots pour faire plein de prompts à la fois. Et on a un nouveau réglage qui s'appelle VAE, justement. Alors, le VAE qui en général est sur défaut au début. Et donc maintenant, on sait ce que c'est, ce VAE. Donc voilà, qu'est-ce que c'est ce réglage VAE? Le réglage par défaut, en fait, quand tu dis que tu veux le VAE par défaut, c'est que tu prends le VAE qui est dans le gros fichier que tu télécharges. Donc le gros fichier CFTensor ou CKPT, là, c'est tu prends le VAE qui est dedans. Normalement, il y en a un dedans. Bon, c'est pas nécessairement, mais normalement, en général, il y en a un dedans. Mais on peut en changer. Alors l'intérêt, c'est que certains VAE sont réputés donner plus de détails, ou mieux rendre les yeux, les bouches, les couleurs, parfois ça dépend un petit peu. Certaines fois, les images produites sont un peu désaturées, si on n'utilise pas le bon VAE. Donc très souvent, les modèles customisés qu'on trouve sur CVTI ont un VAE intégré, qui n'est d'ailleurs pas celui de base, donc souvent c'est inutile, mais ça peut dépendre des modèles. Et d'ailleurs, vous pouvez chercher sur CVTI et Stability AI. D'ailleurs, d'autres VAE, et Stability d'ailleurs a même publié un VAE amélioré que vous pouvez toujours essayer. Bon, le lien est dans le note de l'émission, hein, donc vous pouvez changer de VAE. Donc, le deuxième onglet, dans Invoke AI, c'est l'image to image, et c'est là en fait, c'est aussi assez semblable à automatique, hein, finalement, dans l'idée. On a les mêmes réglages, hein, image de départ, denoising strength, toujours pareil. Donc on peut augmenter la taille aussi, si on la change en demandant un fit. On aura un upscale qui est équivalent à RSFix, hein, tout simplement, sur Automatic 1111. Bon, avec un clic droit sur l'image, on peut, comme sur Automatic, avec les icônes, envoyer une image générée dans les divers onglets. Donc, il y a un troisième onglet qui donne à Invoke AI son originalité quand même, c'est le Unified Canvas. Donc, le plan de travail unifié. Ouais. Donc, Canvas, je sais pas, le canevas unifié. C'est ça. Et donc, dans le Unified Canvas, c'est là qu'on peut faire de l'outpainting et du inpainting très naturellement et de manière très efficace. Donc, dans le Unified Canvas, vous avez l'image et un cadre. Et ce cadre, c'est la partie de l'image qui est active. Si vous sélectionnez Mask, vous pouvez directement à la souris sélectionner une partie d'image à modifier. Et elle le sera selon le prompt que vous avez donné. Donc là encore, hein, si vous voulez refaire les mains, refaire la tête, enlever un nuage, rajouter une porte, voilà, vous pouvez le faire à ce moment-là. Donc vous faites un coup d'invoke et c'est bon. Et donc c'est simple, hein, si vous validez le rendu avec les boutons. Alors vous avez des boutons en bas pour valider le rendu ou pas, si ça vous va pas, bien entendu. Donc si on sélectionne de base comme couche active, par contre, vous pouvez bouger un cadre et vous pouvez le dimensionner comme vous voulez. Et si vous faites un invoke, en fait, toutes les parties manquantes dans le cadre seront générées. Donc vous pouvez continuer une image comme ça, vers le haut, le bas. Vous pouvez faire des zoom out. En fait, vous pouvez dézoomer autant que vous voulez, comme ça, il n'y a aucun problème. Et donc vous pouvez travailler les images autant que vous voulez, comme ça, en générant avec un prompt, puis en faisant des variations avec un image to image, puis en modifiant des détails dans le Unified Canvas ou en prolongeant l'image comme vous voulez, etc., etc. Ça donne quand même le sentiment de pouvoir intervenir de manière assez fine sur le rendu, sur ce qu'on veut faire travailler. Oui, il y a beaucoup de contrôle.
Ouais. Il y a beaucoup de contrôles. Dans le text to image, tu peux utiliser un prompt négatif, positif, tu peux rajouter des LoRa, tu peux rajouter des control nets, comme on disait tout à l'heure, pour contrôler au mieux la génération. Après, tu peux faire des variations, effectivement, qui s'écartent plus ou moins dans l'image to image. Et après, effectivement, tu peux aller dans les détails ou faire des prolongements. Donc, tu as quand même un niveau, si tu veux, de contrôle qui fait penser à des logiciels, finalement, de graphisme classique, quoi, hein, quelque part. Hein, c'est un petit peu... Donc, donc là on a voilà, donc on peut travailler un petit peu comme ça. Et il y a un dernier onglet. Alors, le tout dernier onglet, c'est la gestion des modèles, parce qu'évidemment, vous allez télécharger des montagnes, hein, probablement, que vous n'allez pas manquer de télécharger sur CVTI ou ailleurs. Donc, on peut ouvrir une parenthèse, d'ailleurs, sur les formats de fichiers, et sur ce qui deviendra peut-être le futur de Stable Diffusion. Alors, les formats de fichiers, parce que, bon, évidemment, encore une fois, sur InvokeAI, vous cliquez dessus, et là, vous remarquez qu'il y a plein de formats, en fait. Il y a Diffusers, il y a Checkpoint, il y a Onyx, il y a Olive, il y a LoRa. On est tout de suite paumé, ok, d'accord. Ouais. Voilà, bon, donc alors les LoRa, vous connaissez, ça va. Les Checkpoints, c'est ce que vous utilisez sans doute, hein, voilà, aussi, donc c'est les CKPT ou les Safe Tensor. Les Diffusers, c'est un format de fichier qui est plus récent, qui est nécessaire pour Stable Diffusion XL, mais il utilise le format Diffusers. Et Olive et Onyx, là on rentre dans des trucs un petit peu plus compliqués, on va dire, mais qui peuvent valoir le coup. Parce qu'il y a potentiellement moyen de multiplier par 2 la vitesse de génération. Assez récemment, Stable Diffusion et les d'autres interfaces / modèles de Deep Learning ont commencé à utiliser DirectML. Et aussi des formats plus optimisés. Alors, DirectML, donc, j'ai déjà parlé au tout début, hein, c'est très intéressant si vous n'avez pas une carte graphique NVIDIA, parce que CUDA est ultra majoritaire, et voilà, c'est moyen si vous avez une carte AMD, ou Intel, hein, désormais. Donc DirectML est complètement agnostique. Donc il repose sur DirectX 12, donc ok. Ok. Du coup, DirectX 12, c'est pas complètement agnostique parce que c'est sous Windows, c'est vrai. Mais bon, au moins, voilà, toutes les cartes sont compatibles DirectX 12. Alors, il existe d'ailleurs un fork de Automatic 1111 qui est compatible DirectML. Vous trouverez le lien dans les notes, hein, si ça vous intéresse. Pour l'instant, on utilise énormément le format PyTorch, qui est exécuté sur les GPU via CUDA, et dans une certaine mesure ROCm sur AMD, mais il en existe d'autres. Donc il y a OpenVINO, qui est spécifique au matériel Intel, par exemple. Donc il existe un format qui est une sorte de langue commune d'espéranto, hein, du deep learning, c'est Onyx. Donc Onyx, ça s'écrit ONNX. Et on s'en sert de passerelle souvent. Donc on convertit du PyTorch en Onyx, et de Onyx en OpenVINO, par exemple. Donc ça permet de simplifier en n'ayant pas à écrire des convertisseurs pour tous les cas. Pour Automatic 1111, il existe déjà un support pour TensorRT, qui est une librairie Tensor Core optimisée NVIDIA, qui accélère les calculs. Mais il faut faire ça, justement. Il faut convertir le modèle en Onyx, puis de Onyx vers TensorRT. C'est assez long, ça prend pas mal de VRAM. Mais ça va plus vite. Et de son côté, Olive, c'est un nouvel outil d'optimisation qui est assez poussé et qui vise DirectML. Donc on prend Olive, il va prendre un modèle en Onyx, et il va faire tout ce qu'il peut, il va le compiler en fait, hein, il va le recompiler, il va faire tout ce qu'il peut pour l'accélérer. Et dans le cas de Stable Diffusion, il paraît qu'on pourrait doubler les performances de la version 1.5. Oui. Donc le principe, hein, c'est de convertir son PyTorch en Onyx, de l'optimiser avec les outils d'Olive. Alors j'ai mis en lien dans les notes de l'émission un modèle 1.5 qui est déjà optimisé, que je n'ai pas réussi à faire fonctionner avec InvokeAI. C'est rassurant. Mais avec XUI. Donc j'ai réussi à le faire fonctionner avec XUI, qui est notre logiciel pour Stable Diffusion, qui supporte Onyx. Alors, perso, j'ai pas noté de différence flagrante de performance avec les modèles normaux. Tu nous vends du rêve. Sur InvokeAI. Donc, alors, peut-être que le logiciel est jeune, peut-être que je me suis planté. En tous les cas, vous pouvez essayer vous-même. Si vous voulez vous lancer, essayez. Tout ça est encore très récent, vraiment. Tout ça est très jeune, c'est pas encore complètement arrêté, finalisé. Cela dit, il y a une chance qu'Onyx puisse devenir un format de choix pour Stable Diffusion à l'avenir. Hein, et donc, voilà. Et puis bon, apparemment, il y a une marge de progression pour accélérer les choses, et c'est clairement très encourageant, quoi. Tant mieux. J'aime bien comment tu nous fais des douches froides encore une fois là, sur les C'est pas parce que moi j'ai pas vu, voilà. C'est pas parce que moi j'ai pas vu de différence que j'ai fait tout comme il fallait. À vous de tester et de voir si ça peut répondre à vos attentes effectivement à ce niveau-là. Ok. Alors donc donc ensuite toujours dans ce modèle manager, hein, soit InvokeAI, hein, il va nous ce modèle, voilà, cet onglet il va nous amener aussi à parler d'autres trucs. Par exemple, il y a un onglet qui s'appelle Merge Model, donc fusion de modèles. Et en fait, la fusion, c'est une part importante des modèles qu'on retrouve sur CVTI. Ils appellent ça les mix.
En fait, un merge, une fusion, un mix, c'est un mélange de deux modèles. Donc, comme ils font tous la même taille, les modèles d'une même version, on peut prendre les poids 2 à 2 de chacun et faire une moyenne pondérée. Donc, on peut prendre un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre, et voilà, on fait sa petite cuisine, et au final, on aura un modèle qui aura un peu les caractéristiques des deux autres. On peut le faire plusieurs fois, avec plein de modèles, et on obtient des mix. Donc, vous pouvez le faire facilement avec InvokeAI ou automatique d'ailleurs. Vous pouvez le faire vous-même, il n'y a aucun souci. Donc, dans InvokeAI, je pense pas qu'on puisse entraîner des modèles, par contre, de base. Avec Automatic Eleven non plus, mais on peut faire des embeddings. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un embeddings Alors, voilà. Alors, pour entraîner des modèles complets, il faut une extension sur Automatic Eleven qui s'appelle Dreambooth. Ça permet de créer des nouveaux modèles complets. Alors, je vais pas parler de comment on crée des modèles complets parce que ça serait déjà très long. De toute façon, ce podcast va déjà être très long. Et en plus, j'ai pas essayé parce que j'ai pas le matos pour. À l'origine, il fallait 16 à 24 gigaoctets de VRAM pour fine-tuner un modèle. Oui. Ça a baissé autour de 16 gigas, mais je pense que c'est toujours hors de portée de ma petite 2060, donc voilà. Donc je l'ai pas fait. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est créer des LoRa, parce que c'est possible avec 8 gigas de VRAM, même si c'est un petit peu juste. Parce qu'un LoRa, c'est beaucoup plus léger, et donc pour créer des petits réseaux comme ça, ces petits réseaux d'adaptation, c'est possible avec du matos un petit peu plus modeste, beaucoup plus rapide que de fine-tuner un gros modèle complet. Donc le plus simple pour le faire, c'est d'utiliser une autre interface qui s'appelle, une interface dédiée qui s'appelle Koya. Voilà, pareil, lien dans les notes de l'émission. Bon, ensuite, il faut un petit peu de préparation, évidemment. Il faut un ensemble d'images qui représentent soit le style, soit le sujet que vous voulez, et puis coupler à chaque image une description de texte, évidemment, pour que, bien sûr, le modèle sache ce que c'est, évidemment, et comment l'assimiler. Et alors, je vais pas rentrer dans tous les détails, évidemment. De toute façon, vous trouverez ce qu'il vous faut sur la page GitHub. Et ensuite, on peut lancer l'entraînement du LoRa, qui peut prendre une bonne heure, mais ça reste gérable en général de faire des LoRa. Okay. Alors, je réalise que j'ai pas mentionné ce que c'était un embedding, en fait, parce que du coup, je suis parti. Mais bon, voilà. Donc, il y a aussi les embeddings. Et je pense qu'on pourrait dire, finalement, que c'est une sorte de prompt, mais pas avec des mots. Donc, le principe d'un embedding, c'est celui de l'inversion textuelle. C'est-à-dire qu'on prend un ensemble d'images et on en tire une description. Mais cette description, en fait, c'est pas une description avec du texte, c'est une description avec des vecteurs. Alors, parce que c'est assez logique, Finalement, de toute façon, le texte que vous mettez dans votre prompt, il est converti en vecteur avant de pouvoir être utilisé par le sampler et d'autres modèles. Il est converti par clip. Donc c'est dans cet espace abstrait, finalement, qu'on fait une description de l'image. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un ensemble d'images et qu'on en fait une description directement dans cet espace-là. Par exemple, si vous prenez des images, je sais pas moi, d'un auteur de BD que vous aimez bien, pour reproduire son style, vous pourriez essayer de le décrire avec des mots, évidemment, mais c'est pas facile. Donc avec un embedding, en fait, ça se fait tout seul. C'est-à-dire vous pouvez donner des images d'exemple qui sont digérées sous forme de vecteurs, et qui vont servir eux-mêmes de description, mais non textuelle. Donc c'est une sorte de super prompt, de prompt vectoriel, si tu veux. Et avec ça, vous pouvez reproduire un style pourvu que le modèle puisse le faire. Parce qu'avec un embedding, finalement, vous ajoutez jamais de connaissances. Vous ajoutez rien aux connaissances du modèle. En fait, vous essayez juste de décrire au mieux un style qu'il va essayer de reproduire à partir de ce qu'il connaît déjà. Et alors... c'est pas un add-on, quoi. On lui rajoute pas de la donnée, on est juste en train de lui dire, compte tenu de l'état de tes connaissances, il faudrait que tu travailles comme ça pour générer ce tel type d'image, quoi. C'est ça, exactement. En fait, c'est un peu le degré zéro de la personnalisation de modèle. C'est-à-dire que vous l'orientez au mieux, mais vous ne rajoutez rien. L'étape d'après, c'est le LoRa. C'est-à-dire que vous rajoutez une certaine quantité de connaissances en fonction de ce qu'on appelle le rang du LoRa. Le rang, c'est sa dimension, en fait. Donc, un LoRa de rang 128 véhiculera moins d'informations qu'un LoRa de rang 256, par exemple. Mais évidemment, il nécessitera moins de puissance pour être produit, évidemment. Et d'ailleurs, pour être exécuté. Enfin, l'étape finale, c'est de fine-tuner un modèle complet. Donc là, vous pouvez vraiment le personnaliser à fond, mais évidemment, ça requiert beaucoup plus de matos. Voilà. Alors, j'ai pas mentionné les hypernetworks aussi, qu'on trouve aussi dans les interfaces, qui sont encore disponibles sur Automatic Eleven. Le principe de base, c'est le même que les LoRa, mais ils sont apparus avant, en fait. Alors, je sais pas si c'est moi, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai vraiment l'impression que plus personne n'utilise les hypernetworks. Aujourd'hui, je pense qu'on utilise beaucoup plus volontiers des LoRa. Je pense que les hypernetworks sont plus longs à créer que les LoRa. Alors, j'ai pas essayé perso, mais je sais pas si c'est encore vraiment utilisé, quoi. Ok. Ça marche très bien. Et puis, on va terminer du coup avec le Comfy UI, c'est ça? Comfy UI. Comfy UI, le Comfy. Donc après cette parenthèse, effectivement, on peut s'intéresser au troisième onglet d'InvokeAI qui donne accès à une interface de type Node. Alors, on va pas s'intéresser en fait aux nodes d'InvokeAI, j'ai menti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour introduire effectivement Comfy UI,
qui à mon avis est une interface vraiment très intéressante et qui est peut-être à la fois la plus puissante et la plus optimisée. Comfy UI. Alors Comfy, donc c'est C-O-M-F-Y-U-I, Comfy UI. Alors bon, là, de toute façon, le lien dans les notes, comme d'habitude. Comfy UI s'installe assez simplement. C'est aussi une interface web, toujours. Elle va s'installer, évidemment, elle va installer tout un énorme bordel, mais qui sera autosuffisant. Non, oui, alors là, c'est clair. Mais ce sera autosuffisant. Tout est bien rangé dans un dossier, c'est tout, c'est très clean. Donc, quand vous accédez à l'interface, il n'y a rien. Rien. Il y a juste un petit panneau avec 4 boutons qui se battent en duel. C'est presque reposant d'ailleurs, vu la profusion d'options que te vomit automatique Eleven à la tête. C'est très bien. Alors bon, je vous dis tout de suite, ça va pas rester comme ça. Comfy UI repose sur un principe de node, donc des blocs fonctionnels qu'il va falloir relier entre eux. Et des blocs, il peut y en avoir plein. Donc des liens entre les blocs, il peut y en avoir plein. Et un espace de travail Comfy UI, un workflow, comme on dit, ça peut être très bordélique et très intimidant. Surtout qu'il est nécessaire de bien connaître comment fonctionne Stable Diffusion pour pouvoir ne serait-ce que rendre une simple image. Bon, heureusement, vous êtes toujours là. Merci, vous avez du courage, vous êtes toujours là. Donc, vous savez aussi désormais ce que sont les VAE, ce que sont les UNET, ce que sont les images latentes et compagnie. Donc, vous êtes paré pour utiliser Comfy UI. Donc, comment générer une image ? Donc, comment générer une image avec Comfy UI ? De quoi on a besoin, de toute façon, pour générer une image ? Au début, il n'y a rien. Donc on pourrait demander de faire un load default pour charger un schéma de base qui permet de le faire directement, et là on va le faire pas à pas pour bien montrer qu'en fait Comfy UI reprend très exactement tous les principes de Stable Diffusion. Et du coup il est très pédagogique sur le fonctionnement du coup. Exactement. Donc pour rajouter un node, en fait on fait un clic droit, donc on fait un clic droit, on choisit une node. Donc de quoi on a besoin avant tout ? On a besoin d'un modèle. Donc on va en charger un. Donc on choisit le node loader. Et dans loader, on choisit load checkpoint. On remarque qu'il y a aussi load LoRa, load VAE, etc. Donc on peut charger effectivement dépendamment des LoRa, des VAE externes ou des checkpoints. Et donc le load checkpoint, ça va être un node, ça va être un bloc fonctionnel. Évidemment, il y a un champ pour choisir son modèle, donc les modèles, il faut les mettre évidemment dans les répertoires qu'il faut de Comfy UI. Donc ça, voilà, je vous laisserai le faire, c'est le même principe qu'Automatic Eleven. Donc vous cliquez sur le nom évidemment du modèle que vous voulez, celui que vous voulez, et ensuite on remarque que ce bloc fonctionnel il a 3 sorties. Il a modèle, clip et VAE. Et maintenant on sait ce que ça veut dire. Parce qu'on sait que modèle en fait c'est le UNET, c'est lui qui va permettre de débruiter. On sait ce que c'est clip et on sait ce que c'est que le VAE. Donc on comprend exactement à quoi sert ce bloc fonctionnel. Ensuite, on a besoin de quoi d'autre pour générer une image ? On a besoin d'un prompt. On a besoin même de 2 prompts, en fait. Un prompt négatif, un prompt positif. Et les prompts, en fait, ce sont des conditionnements. Donc, on va les trouver dans l'onglet Conditioning. Et on a un node, Clip Text Encode. C'est-à-dire que le prompt qu'on va mettre dans la zone de texte va être encodé par un modèle clip et que celui-ci, du coup, va donner un conditionnement. Ah putain, je suis en train de comprendre. J'étais en train de chercher la différence entre le prompt et l'anti-prompt quelque part, et en fait je vois que ça se branche sur le nœud suivant pour se dire si c'est positif ou négatif. Ok, c'était pas au niveau du nœud que c'était défini, ce qui est logique. Exactement. En fait. Okay. Donc quand tu prends un clip text encode, donc en fait ce que tu as c'est juste une zone de texte. Et cette zone de texte, en fait, elle demande quoi ? Elle demande un modèle clip pour pouvoir être encodé, et ce modèle clip il est fourni par le node load checkpoint. Par le petit clip, voilà, par la sortie clip du chargeur, du loader qu'on vient de mettre. Donc on va relier le clip du load checkpoint à celui du clip text encode. Ça veut dire que l'encodage se fait avec ce modèle clip-là. Okay. Ensuite, on rajoute un deuxième prompt qu'on relie exactement pareil pour faire un prompt négatif. Il est relié au même nœud, d'ailleurs, load checkpoint avec tout le à fait, parce qu'on utilise toujours le même modèle clip. Ce qui sous-entendrait qu'on pourrait utiliser deux différents pour le coup. Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Tout à fait. On pourrait, mais bon, là, pour le clip, honnêtement, ça n'a pas d'intérêt, mais en théorie, oui. Bon, ensuite, de quoi on a besoin pour générer une image ? On part d'une image aléatoire, on a dit. Donc, on part d'une image aléatoire dans l'espace latent, en fait. Souvenez-vous, donc on prend un vecteur dans l'espace latent. Donc, en gros, on prend un node empty latent image. On met donc ce node-là, on le trouve dans l'onglet latent, et ensuite, une fois donc on a ce truc-là, on a besoin de quoi ? On a besoin d'un sampler aussi pour générer une image. Parce qu'il faut quand même quelqu'un pour débruiter l'image, etc. Donc on va dans Sampling, on prend le node K-Sampler, et un sampler, ça utilise quoi ? Ça utilise un UNET,
le modèle donc qui va débruiter. Et donc le unit, c'est le modèle qui est fourni par le loader. Donc on relie la sortie modèle du loader à l'entrée modèle du sampler. Après ça, on prend un conditionnement, parce que le sampler il va utiliser le conditionnement du prompt. Donc on prend les conditionnements des prompts négatifs et positifs. Donc les nodes clip text encode vont donner des conditioning. Les conditioning vont donc aller dans les entrées du sampler. Et ensuite, on fournit l'image latente de départ en reliant la sortie de empty latent à l'entrée du latent image du sampler. Et donc là, on peut générer une image. Enfin, presque. Parce qu'évidemment, le sampler travaille dans l'espace latent. Ce qui veut dire qu'on doit décoder la sortie du sampler dans l'espace des images normales. Et ça, c'est facile. Il suffit de créer un node VAE décode. Donc dans l'onglet latent, on a un node qui s'appelle VAE décode. Et donc c'est un décodeur. Ce décodeur, de quoi il a besoin? Il a besoin d'un modèle, donc d'un VAE, d'un modèle de VAE. Donc évidemment, on va prendre toujours celui qui est fourni par le loader de checkpoint. Donc on va relier la sortie du loader de checkpoint, la sortie VAE à l'entrée VAE du décodeur, parce que c'est lui le modèle qui va être utilisé. Et qu'est-ce qu'on doit décoder? On doit décoder l'image latente qui sort du sampler. Donc on relie la sortie du sampler à l'entrée du décodeur. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder l'image à tout codement. Donc on va juste créer un node save image, tout simplement. Et donc on va prendre la sortie du décodeur, la sortie du décodeur VAE, on va la prendre et la mettre à l'entrée du save image pour tout simplement sauvegarder la sortie du décodeur, c'est-à-dire l'image, tout simplement, qui va être sauvegardée sur le disque dur. Ça doit être intimidant la première fois, mais j'avoue que ça rend quand même les choses extrêmement pédagogiques et finalement, ça me paraît pas compliqué pour quelque chose qui permet vraiment de manipuler le truc, quoi. Écoute, là, enfin, ça y est, on a notre premier workflow qui marche et qui génère des images. Génial. Donc, cliquez sur le... Alors, évidemment, voilà, vous mettez votre prompt, évidemment, hein, et quand vous cliquez sur... le Q prompt, sur le Q machin, là, vous cliquez sur le bouton qui est donc à gauche, à droite, le graphe va s'animer devant vos yeux, tout simplement. Ah oui, donc, l'animation. Parce que c'est bien un flow, en fait. C'est-à-dire que les nodes actifs seront surlignés, ça part du chargement du modèle, et ensuite ça va aller jusqu'au node, ça va se balader jusqu'au sampler, ensuite ça va aller dans le VAE, dans le décodeur VAE, puis après dans la sauvegarde, etc. Bon. Je sais, c'est compliqué. En fait, en vrai, je pense qu'à l'oral, c'est compliqué, mais ayant moi le schéma sous les yeux, je trouve ça encore une fois à la fois plutôt accessible et surtout très pédagogique. Je pense que, évidemment, je comprends que tu passes par toutes les étapes avant, mais c'est hyper intéressant d'avoir cet aboutissement-là. Vous comprenez bien qu'il faut connaître le fonctionnement interne de Stable Diffusion pour pouvoir avoir une chance d'utiliser et de comprendre à peu près comment ça fonctionne, bien entendu. Hein. Donc, incontestablement, c'est un peu compliqué, mais du coup, on a la maîtrise totale sur toutes les étapes. Et surtout, des nodes, il y en a pour tout, il y en a beaucoup. Et tout est logique aussi, on comprend complètement tout ce qu'on fait. Parce que, en fait, on est forcé de comprendre parce que sinon, on ne peut pas le faire, en fait. Donc, par exemple, comment on fait pour faire du image to image? Tu vois, comment c'est tout. Au lieu d'avoir le prompt, tu pars d'une image. Comment on fait pour faire du image to image? On commence par créer un node qui charge une image. Bon voilà, un load image, tout connement, rien de spécial. Ensuite, on convertit cette image dans l'espace latent avec un node VAE encode, et pas un VAE décode, on prend un VAE encode. Donc, au lieu de ce qu'on a utilisé tout à l'heure, on le donne à manger à un sampler. Donc, au lieu d'utiliser une latent image vide, on va utiliser la latent image qu'on a décodée à partir de l'image qu'on a chargée. D'accord, ok. Donc, on n'a pas une image latente aléatoire, on a l'image latente qui correspond à l'image qu'on a chargée. Et là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le denosing strength au dessous de 1, parce que sinon tout est remplacé, évidemment. Et après, on fait exactement ce qu'on a expliqué tout à l'heure. VAE décode. Exactement. C'est-à-dire une fois qu'on a de l'image. Exactement. Donc l'image to image, tu vois, c'est plus quelque chose d'abstrait. C'est plus quelque chose, on sait pas trop, on charge un truc, on appuie sur un bouton. Non, là, c'est pas quelque chose d'abstrait. On sait exactement ce qu'on fait parce qu'on l'implémente en direct et en détail. Alors, il y a plein de réglages dans chaque node aussi, bien sûr, des réglages familiers, évidemment, sur le sampler, régler la taille de l'image de sortie. La taille de l'image de sortie, c'est la taille d'une image latente de départ. Parce que tu vois, elle n'est pas sur le sampler, par exemple. Donc, qu'est-ce qui conditionne la taille de l'image de sortie? C'est la taille que tu choisis pour l'image latente, en réalité. On peut demander des badges de plusieurs images, d'ailleurs. Et bon, si on veut faire un high-res fixe, tu vois, c'est-à-dire comment créer des grosses images sans artefact typique, de Stable Diffusion, et là encore, on va juste implémenter ce qu'on a décrit tout à l'heure, la technique en 2 passes.
Donc on reprend là où on était là où on en était dans l'image to image. Donc on a la sortie, on fait du image to image en fait, c'est-à-dire que on a la sortie latente du sampler, donc on commence par générer une image normalement, comme on a dit tout à l'heure, et la sortie du sampler, au lieu de la décoder directement et de la sauver, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un node upscale latent, donc on fait un upscale dans l'espace latent, donc dans l'onglet latent, il y a un truc qui s'appelle un node qui s'appelle upscale latent, on va grossir l'image latente en sortie du sampler, donc ça nous donne une autre image latente, dans laquelle on va faire ni plus ni moins que l'image to image. Donc on va l'envoyer à un autre sampler, qui va donner une image latente agrandie, et ensuite, évidemment, on va relier tout ça on va aller chercher les modèles dans le loader, on va utiliser le même modèle, de toute façon, donc d'ailleurs, on pourra en utiliser plusieurs au passage, mais bon, voilà. Donc, on va donc relier les sorties des clip encoders, VAE, etc., comme il faut, je ne rentre pas dans les détails. Après, on met un denoising un petit peu moins grand, vers 0,5, sinon ça changera trop. Et après, tout ça, en sortie, ça va nous donner une image latente qui est plus grosse, qu'on va tout simplement décoder avec le VAE, comme d'habitude, et sauvegarder. Et donc, on peut envoyer, et on voit les deux passes se faire devant nos yeux, en fait. On voit les deux passes, on voit la première passe où ça génère la première image, et ensuite, on voit on upscale le latent, après, on fait une deuxième passe avec un sampler, et ensuite, on sauvegarde, on décode, et ensuite, on sauvegarde. Donc, tu vois, c'est... en fait, tout est visuel, désormais. Alors... On peut aussi faire des previews des images intermédiaires, on peut aussi enchaîner les modèles, si on veut, on peut changer de modèle entre deux, faire le sampling avec un premier modèle pour 15 pas, et puis le donner à un autre modèle qui le sample pour d'autres trucs. On peut même, donc ça, on peut utiliser un refiner comme ça, on peut utiliser des control net aussi, le principe c'est le même, on doit avoir un node pour charger un control net en mémoire, et ensuite un node pour l'appliquer. Et ça va donner un conditioning, et ce conditioning, on le donne au sampler, exactement comme un prompt, parce que c'est une conditioning, tu vois. Donc, alors, il est super facile en plus d'échanger des workflows qui peuvent être très complexes, évidemment, et s'étendre sur plusieurs écrans. Tu peux partager des workflows, c'est ça? Exactement, on peut sauvegarder les workflows en JSON ou carrément sauvegarder l'image du workflow, ce qui fait qu'on peut poster sur Internet une image de workflow et quelqu'un peut la charger et il a le workflow c'est tout génial. C'est excellent. Donc on peut tout imaginer. On peut manipuler les images latentes pour faire des compositions complexes, par exemple. On peut créer plusieurs prompts qui vont s'appliquer chacun uniquement sur une portion de l'image. On peut faire des conditionnements localisés et les combiner les uns avec les autres. Alors voilà, il y a quantité de nodes supplémentaires en plus parce que, évidemment, les nodes supplémentaires, c'est comme les extensions sur Automatic 11.11. Tu peux en inventer d'autres et les rajouter et les mettre à disposition, du coup. Exactement. Il existe un node spécial, un node supplémentaire qui s'appelle Ultimate SD Upscale. Donc on retrouve Ultimate SD Upscale, mais sous forme de node. Et il fonctionne pareil. On lui rajoute les control net exactement pareil. Donc en fait, finalement, le graphe, c'est ni plus ni moins qu'un programme qu'on aurait aussi bien pu écrire, mais qui est représenté sous une forme plus visuelle, tu vois, et qui permet effectivement de contrôler, de comprendre aussi chaque étape et exactement comment fonctionne le truc. C'est hyper sympa, ça me donne envie. Moi, habituellement, tu sais, quand tu fais ce type de dossier, j'ai envie de repartir de la base pour bien intégrer les éléments les uns après les autres, mais ça donne presque envie de commencer par cette conclusion-là. Peut-être que je vais me brûler les ailes, mais c'est assez remarquable et c'est assez grisant. En conclusion, Guillaume, sur tous les éléments que tu as présentés, je me pose la question de l'adoption de Stable Diffusion par le grand public et les technophiles. J'ai l'impression qu'il y a quand même, mais c'est sans doute une déformation de ma part, une adoption qui est pas énorme de Stable Diffusion, alors que tous les outils sont un peu pondus clé en main. Mais quand je vois tout ce qu'offre en matière de personnalisation et de choix Stable Diffusion, c'est à la fois l'avantage de l'inconvénient, c'est qu'évidemment tout ça est plus complexe et nécessite plus de temps à être appréhendé, à être manipulé. Mais évidemment, quand tu vois à quel point tu peux faire des choix comparé à d'autres outils, je trouve ça assez remarquable. Comment tu expliques cette adoption qui, de mon point de vue, et peut-être encore une fois que je me trompe, me semble moins grande que les autres générateurs d'images? Bon, alors, je sais pas à quel point... Moi, je pense que Stable Diffusion a beaucoup de succès, en réalité. Oui, c'est peut-être ma vision qui est foireuse. Honnêtement, je pourrais pas te dire, par rapport à Midjourney, à quel point c'est beaucoup plus utilisé ou pas, que Midjourney ou DALL-E.
pour le coup, il y a une communauté, enfin il y a plusieurs communautés sur Reddit qui l'ont vraiment adopté. Quand tu vois la profusion de modèles sur CVTI, je pense qu'en fait il y a un véritable engouement autour de Stable Diffusion, même si c'est évidemment plus complexe que d'aller sur un site web et de cliquer Generate, et que ça demande aussi parfois du matos quand même, que tout le monde n'a pas forcément, surtout pour SDXL. Mais bon, moi j'ai l'impression, mais c'est peut-être moi qui suis biaisé, qu'au contraire, il est largement adopté, qu'il est beaucoup utilisé, et voilà, il a raison, quoi, et que c'est un petit peu la star des générateurs open source. Alors bon, après, voilà, j'ai pas de chiffres. En fait, c'est très compliqué d'avoir des chiffres. Tu vois, je m'amusais sur Google Trends à faire une recherche, mais évidemment c'est complètement biaisé. Mais tu vois que Midjourney arrive en tête, que Dolly finalement arrive plutôt en dernière position, que Stable Diffusion est entre les deux. Donc je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'effectivement, il faut faire un petit effort peut-être effectivement pour utiliser ce truc-là. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Moi, si tu veux, effectivement, cet aspect ouvert, cet aspect ultra, de contrôle total, évidemment, c'est super intéressant. Carrément. Bon, là, j'ai essayé de faire une introduction. Alors, évidemment, ça donne déjà un épisode assez long. Donc, on va arrêter là. Je vais arrêter. Je pense que déjà, pour une introduction, c'est déjà pas mal. Il y a une quantité de trucs qu'on n'a pas évoqués. Par exemple, il y a plusieurs forks de Automatic 11.11. Le plus connu, c'est SD Next, par exemple, qui a encore d'autres fonctionnalités. On pourrait faire des podcasts de 5 heures, je pense, sur Stable Diffusion. Il y a aucun problème. C'est un univers très riche, qui est aussi assez complexe, qui a vraiment ses complexités. Bon, j'espère que parmi tout ce qu'on a dit, il y aura suffisamment d'infos pour vous inciter à tester. Et que j'ai pas été trop indigeste, parce que en vouloir trop rentrer dans les détails, c'est pas forcément évident. Donc, même s'il est surclassé, Stable Diffusion 1.5 reste totalement d'actualité, honnêtement. Il reste à la portée de beaucoup de configurations. D'ailleurs, SDXL est pas si populaire que ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est encore trop jeune, ou est-ce que c'est parce qu'il a des exigences matérielles vraiment supérieures ? Je sais pas, on regarde de ce qu'il apporte, tu vois, je sais pas trop, mais Stable Diffusion est encore vraiment beaucoup utilisé, donc le ticket d'entrée est pas si élevé, donc lancez-vous, que ce soit pour faire des images, ou juste pour tester, pour le fun, pour comprendre comment ça marche. Vous avez, il y a plein de choses. Alors bien sûr, pour se maintenir au courant, moi je conseille le Reddit de Stable Diffusion, évidemment, qui est vraiment pas mal. Quotidiennement, d'ailleurs, vous avez qui sont postés dessus des images époustouflantes. Elles sont bluffantes, c'est complètement dingue. C'est ouf. Qui va avec, souvent, donc le prompt, ou carrément le workflow entier. Et il y a aussi des multitudes de questions-réponses. Alors, si vous êtes d'humeur plus coquine, sur Reddit, vous trouvez aussi SDNSFW, bien entendu. Vous avez aussi il y a un autre subreddit qui est un poil moins cash, je crois que c'est Tasteful Diffusion, je crois, qui est aussi plutôt érotique, mais bon voilà. On est entre adultes, il n'y a pas de souci, et vous générez ce que vous voulez. En tout cas, il y a une multitude d'opportunités, si tu veux, de créer des choses vraiment, vraiment, vraiment jolies. Voilà, ce que vous voulez. Comme pour l'épisode avec les LLM, tout ce que j'ai dit sera en partie obsolète dans 6 mois. C'est ça qui est dingue, bien sûr. Parce que, déjà, par exemple, si on reprend, par exemple, l'épisode sur les modèles de langage qu'on a fait il y a 1 mois, je sais pas. J'avais pas parlé de Mistral à l'époque. Il est sorti entre-temps, Mistral, tu vois, j'étais concentré sur Llama, alors que Mistral est sorti, évidemment, c'est un outsider important. Il y a même un nouveau format de compression, le AWQ, qui est en train d'émerger, par exemple. Voilà. Pour Stable Diffusion, alors, on fait le truc maintenant, j'aurais dû le faire peut-être avant, parce qu'évidemment, ça fait un petit moment que ça tourne. Mais par exemple, Focus, c'est une interface qui est assez récente, donc j'aurais peut-être pas parlé l'an dernier, tu vois, si je l'avais fait. SDXL est sorti il y a pas si longtemps non plus. DALL-E 3 a placé la barre encore plus haut, bien sûr. Et il y a peut-être un autre modèle de génération d'images open source qui pourra émerger aussi dans 6 mois, et puis voilà, tu vois. Il y a des articles de recherche sur le sujet toutes les semaines. On va passer toutes les semaines. Donc, voilà. Ok, oui, ce que je suis en train de faire, ce sera probablement juste obsolète dans 6 mois, mais c'est pas grave. Parce que finalement, il y a beaucoup de principes qui resteront en partie valables, et du coup, vous serez familiarisé avec le sujet. Ouais.
Oui, vas-y. Non, je garde en tête, si tu veux, moi, enfin, mon cursus universitaire où j'ai appris le développement et effectivement, bah, les langages que j'ai appris, les approches que j'ai intégrées, elles ont évolué et ça évolue très vite. Évidemment pas à la vitesse à laquelle ça va là pour les sujets qu'on aborde, mais il en est quand même resté une logique et j'ai quand même l'impression que la logique que tu partages là dans cet épisode, elle peut être assez utile et on doit pouvoir facilement la remettre en application sur des choses qui vont sortir dans les mois, allez, les quelques années à venir. Faut pas trop mettre de S à année, mais j'ai l'impression que ça peut être utile quand même assez durablement. Mais, oui, moi je pense que c'est bien aussi de démystifier tout ça, de montrer comment ça marche et de montrer qu'il n'y a pas de magie. Finalement, c'est beaucoup de mathématiques, c'est beaucoup de logiciels complexes, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes à creuser, je pense. Et il y a un dernier mot pour conclure, enfin avant de conclure vraiment, aussi, on parle très souvent dans l'hebdo des problématiques qui accompagnent la génération d'images, il y en a beaucoup. Il y a la désinformation, il y a le problème de copyright, il y a le porno non consensuel éventuellement. Je pense que c'est mieux de connaître ces outils, de les côtoyer, de voir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire, de voir quelles sont leurs limites, quelle est leur puissance. Se familiariser avec ces nouveaux logiciels, c'est une manière d'être mieux armé contre l'éventuelle déferlante de désinformation qui pourrait arriver. Parce que si vous savez comment c'est possible, si vous savez comment c'est fait, si vous savez les repérer, parce que vous sauriez le faire vous-même, en fait. La désinformation que vous voyez, vous sauriez la faire vous-même, en fait, si vous savez utiliser Stable Diffusion. Du coup, tout ça, c'est démystifié. Et vous savez que bientôt, à peu près tout ce que vous voyez sur Internet pourrait n'être qu'une illusion, pourrait n'être qu'un mirage. Et finalement, c'est mieux d'être familiarisé avec ça autant que possible, en réalité. Alors oui, c'est vrai. Il y a des gens qui pourront peut-être générer du porno consensuel ou de la désinformation suite à ce podcast. Mais l'important, c'est que le plus de gens possible prennent conscience que ça existe, de comment ça marche, des limites, soient armés pour se dire bon ok, je sais que ça fonctionne, moi-même je pourrais en faire, donc je suis mieux armé pour lutter contre ça aussi, tu vois. Je pense que c'est important je pense que c'est important de savoir comment ça fonctionne, parce que je pense que l'analogie qui va concrétiser peut-être ce que tu es en train d'expliquer, c'est que je pense qu'il n'y a pas meilleure personne, enfin il n'y a pas une personne plus alertée en matière de trafic de photos que la personne qui manipule Photoshop, quoi. Donc évidemment l'analogie a ses limites, mais je pense quand même que quand tu sais comment ça marche, tu es beaucoup plus entraîné à repérer ce qui peut se passer. Ça veut pas dire que c'est la seule manière, mais je pense que c'est une manière qui est assez saine et qui apporte le plus de clé et qui permet en plus de rendre les choses assez évolutives derrière. Donc oui, l'analogie avec le photoshopping est assez bonne, je pense. Bon, écoute, un immense merci parce que c'est encore une fois un travail assez titanesque, je pense, de préparer un épisode comme ça, parce que derrière toute la construction de l'épisode, il y a aussi tes expérimentations qui transpirent, et je pense que ça fait pas mal de mois maintenant que tu manipules tout ça, et on peut retranscrire ça au travers d'un épisode le plus didactique possible, et c'est un grand merci évidemment sur ce sujet. Si jamais vous partagez un petit peu ce sentiment de vouloir remercier Guillaume derrière tout son travail, vous savez où il faut vous tournez, c'est sur patreon.com/techcafé, vous avez toutes les infos, je vais pas me répéter à nouveau. Vous avez aussi le serveur Discord de Tech Café qui permettra de continuer les échanges, et bien sûr Guillaume, au-delà des quelques références que tu as données dans les notes de l'épisode et que vous pourrez consulter à loisir, tu vas pouvoir nous dire où on peut te retrouver. Écoute, on peut me retrouver sur Civitae en train de chercher le modèle parfait qui n'existe pas, bien entendu. Bien sûr, on a bien compris pourquoi il n'existait pas. Merci beaucoup Guillaume, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur les réseaux sociaux, et évidemment, chaque semaine, aux côtés de Guillaume Poggiaspala dans Tech Café. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous, et puis bonne génération. Bonne génération, ciao. Ciao. Salut à toutes, salut à tous. Putain, ça commence mal. Attends, excuse-moi. Voilà.